Bonsoir à tous et surtout bienvenue à cette grande édition rétrospective, une édition qui va retracer les événements qui ont marqué l'année 2012. C'est un grand moment pour la rédaction de Télé 7, un grand moment également pour vous, chers amis téléspectateurs, vous qui nous avez accompagnés durant 365 jours parce que nous avons tous les jours, y compris les dimanches, produit un journal télévisé avec des éditoriaux à couper le souffle. Alors, au sujet donc de cette grande édition rétrospective, nous avons 6 sujets, 6 grands dossiers, il faut le dire, sur lesquels nous allons nous appesantir. Nous allons d'abord commencer, et vous vous en doutez, avec la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo, la reprise de la guerre entre les FARDC, l'armée loyaliste, et les rebelles du 1-23. Nous parlerons également de la partie politique, la politique, oui, avec l'installation du gouvernement dit de technocrates, avec à sa tête Matata Ponyo, l'Assemblée nationale, avec Aubin Minakou, qui a pris la tête, n'est-ce pas, du bureau de l'Assemblée nationale. Il sera également question de la francophonie. Oui, ce sommet, le 14e sommet qui a réuni un grand nombre de chefs d'État, viendra ou viendra pas. C'était les titres à l'époque des journaux qui paraissaient à Kinshasa parce qu'on doutait de la présence de François Hollande, n'est-ce pas, à la francophonie à ce 14e sommet. Nous parlons également de l'économie. Le dossier économique sera consacré au programme PEG, programme économique du gouvernement, dans sa deuxième version. Il y a une rupture en fin d'année 2012, malheureusement. Le FMI a suspendu son aide financière en faveur de la République démocratique du Congo. Nous parlerons de l'infrastructure avec les efforts qui sont faits par le gouvernement en matière de développement, mais surtout de la réunification du pays en termes des routes et des infrastructures. Et enfin, il sera question de la page internationale, les élections en Égypte, les élections au Ghana, mais pourquoi pas les guerres au Mali, guerres également récemment en Centrafrique en cette fin d'année 2012. Voilà un peu le sommaire, des mesdames et messieurs, de cette grande édition. Je ne suis pas seul. Cette édition est co-présentée par celle que vous connaissez, celle que vous suivez, Doudou Ndombe. Bonsoir Adam. Bonsoir Doudou. Et j'ai l'honneur de présenter l'équipe qui nous soutient. Derrière la caméra, c'est après. Mais maintenant, là, je commence par Oscar Bakandoa, Tokajika Bonson. Lui, il est rédacteur en chef à Télé 7. Voilà, il est là, très joli, avec une belle veste. À côté de lui, nous avons Charlie Tonsi Savaina, présentateur du journal de la rédaction, avec ses amis qui matraquent ou qui disent le bien du gouvernement. De l'autre côté, nous avons Monif Bosso, il fait un peu le sérieux là, il est très sérieux aussi. C'est le directeur de programme à Télé 7. Et à côté de Monif, nous avons Élisée Bilonda Kassonga, lui c'est la dame de fer et s'occupe beaucoup plus du dossier des infrastructures. Voilà. Voilà donc ainsi présentés les confrères qui nous accompagnent ce soir dans cette grande édition rétrospective de l'année 2012. Je vous le disais, nous allons retracer les grands dossiers donc, qui ont marqué cette année riche en événements, riche en actualités politiques. Et j'en passe, nous allons bel et bien commencer par l'actualité dans l'Est de la République démocratique du Congo avec la reprise de la guerre. Doudou Ndombe. Voilà, nous sommes le 5 juillet 2012 et à Bunagana, une cité située au nord Kivu, tout près de l'Ouganda, à la frontière. Donc, la guerre commence et c'est les rebelles qui reprennent la ville, en fait la cité. Et nous allons suivre cela en images dans ce reportage que nous propose Adam Chemis. Le 23 mars 2009, le CNDP de Bosco Ntaganda et le gouvernement congolais signent des accords à Goma, dans le Nord Kivu. Le chef de l'État congolais, Joseph Kabila, s'engage à intégrer les rebelles dans l'armée régulière, à reconnaître leur grade et à intégrer le CNDP dans le gouvernement. Ce mariage débute bien. Bosco Ntaganda a été avec ses troupes réintégrées au sein de l'armée congolaise. Le mouvement rebelle s'est mis en parti politique, il est même accepté au sein de la grande majorité présidentielle, la plateforme politique de soutien à Kabila. Les opérations de brassage, de mixage de ces nouvelles recrues ne se déroulent pas comme prévu. Les ex-CNDP demeurent réfractaires aux mutations. Le CNDP, au fil du temps, hausse le ton et dénonce le non-respect des accords du 23 mars. Pourtant, le gouvernement a honoré ses engagements à hauteur de 70%.
incorporant le CNDP dans l'armée régulière, promulguant la loi d'amnistie, favorisant les promotions en grade des officiers, nomination de certains cadres du CNDP dans les institutions, reconnaissant le CNDP comme parti politique et j'en passe. Le CNDP malgré tout multiplie des revendications imaginaires. Entre-temps, le climat se gâte davantage avec ce deuxième mandat d'arrêt lancé par la Cour pénale internationale le 13 juillet 2012 contre l'ancien général rebelle Bosco Ntaganda. Devenu insaisissable et n'obéissant plus aux ordres de la hiérarchie, sans compter la pression internationale et nationale, Joseph Kabila ordonne l'arrestation de Bosco Ntaganda. C'est l'enfer qui commence dans le Nord Kivu. Ntaganda, avec une poignée d'hommes, se soustrait aux poursuites. Les militaires qui lui sont restés fidèles font défection eux aussi. Mais jusque-là, personne n'imagine ce qui va se passer par la suite. En avril 2012, ces rebelles reviennent sous le front de guerre, sous la casquette du M23 et entrent en action. La guerre éclate. Très rapidement, pour se donner du crédit, le M23 revendique en première position le respect des accords du 23 mars. D'autres demandes sont venues ensuite, comme par exemple le retour des réfugiés Tutsis qui sont au Rwanda et en Tanzanie, la protection du peuple Tutsi contre les FDLR, groupe armé Hutu qui menace les Tutsis. Une partie de la population craint que les rebelles souhaitent l'annexion du Kivu et d'une partie des régions alentours. Leur objectif serait alors que les Tutsis disposent d'une terre à eux, une sorte de Tutsiland. La guerre fait pendant ce temps rage entre le M23 et les FARDC. Les armes lourdes mises à contribution prouvent le caractère très violent des combats. Le jeudi 5 juillet, le M23 réussit à s'emparer de la cité de Bunagana, située à une centaine de kilomètres de Rutshuru centre, à la frontière avec l'Ouganda. Après des combats meurtriers avec les militaires congolais, Bunagana, un important centre économique, permet ainsi aux rebelles de se remplir les poches. Le dimanche 8 juillet 2012, vers 11h heure locale, les rebelles du mouvement du 23 mars s'emparent de Rutshuru dans la province du Nord Kivu. Selon des témoins sur place, le chef-lieu du territoire de Rutshuru est passé entre les mains de ces rebelles sans combat. Les militaires s'étaient retirés avant l'arrivée des assaillants pour, selon des sources militaires, un retrait stratégique. Les rebelles occupent aussi Kiwanja, à 5 km de Rutshuru centre. Plusieurs habitants se réfugient autour du camp des casques bleus de la MONUSCO situé dans cette cité. D'autres se dirigent vers la ville de Butembo et la localité d'Ichacha. Sur terrain, inexorablement, les rebelles poursuivent leur avancée. Le samedi 17 novembre 2012, la localité de Kibumba, située à près de 30 km au nord de Goma, tombe entre les mains des rebelles. Les FARDC et la MONUSCO ont engagé leurs hélicoptères dans les combats, mais sans succès. Les renforts venus principalement du Rwanda font échec aux efforts de l'armée loyaliste. Nous devons plus que jamais redoubler des efforts pour travailler durement afin de soutenir et accélérer le processus des réformes sécuritaires initiées par le chef de l'État pour bâtir une armée forte et républicaine, une police professionnelle, capable de sécuriser à jamais les frontières et l'ensemble de la population congolaise. Il faut attendre le premier rapport des experts des Nations Unies début août 2012 pour y voir un peu plus clair. Les experts des Nations Unies appellent le chat par son nom. Ils citent le Rwanda comme principal pilier du M23. Ces experts ont décrit un camp d'entraînement pour les rebelles du M23 près de l'aéroport de Kigali. Le document détaille en outre l'emploi du temps des officiers rwandais censés avoir coordonné l'aide aux rebelles, parmi lesquels l'adjoint au ministre de la Défense, Jacques Nziza, et entend démontrer qu'il ne pouvait pas se trouver dans l'est de la RDC, comme l'affirme le rapport onusien. La réponse du Rwanda court sur plus de 130 pages, détaillant chacune des accusations, documents et photos fournis par les experts de l'ONU. Kigali dément également avoir fourni aux rebelles des canons 75 mm photographiés par les experts. Malgré ce démenti, le Rwanda est sous forte pression diplomatique pour s'expliquer sur les accusations du soutien au M23. Plusieurs pays, dont les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, ont suspendu leur aide au Rwanda.
Le Royaume de Belgique a suspendu sa coopération militaire avec Kigali. Les mesures de rétorsion des USA et de l'ONU contre l'ex-colonel Ruzandiza, connu sous le nom de Sultani Makenga, sont saluées par Kinshasa. Sur le terrain, la situation tournait toujours à l'avantage du M23. Et ce que tout le monde craignait arriva malheureusement. La ville de Goma tombe entre les mains des rebelles du M23 le mardi 20 novembre 2012. Les rebelles du M23 sont entrés sans combattre dans la capitale du Nord Kivu après plusieurs jours d'affrontements avec les forces gouvernementales et les casques bleus de l'ONU. À la lumière de ce qui se passe à Goma, oui, nous sommes préoccupés par l'avancée du M23 dans la localité de Goma. Nous sommes ensemble avec les FARDC en train de contenir cela sur le plan militaire, mais aussi au niveau des initiatives politiques, diplomatiques qui se déroulent au niveau de New York, au niveau de la sous-région. L'ensemble de la communauté internationale est mobilisée. L'heure est grave, cette offensive éclair contre le chef-lieu du Nord Kivu a accru les tensions entre la RDC et le Rwanda voisin que Kinshasa accuse d'orchestrer l'insurrection dans l'est du pays avec l'objectif de s'emparer des riches ressources de la région, ce que nie Kigali. Dans la capitale, Acho Kabila condamne la chute de Goma et reconnaît la gravité de la situation. Il appelle la population à la mobilisation et pour la première fois depuis le début de la guerre, il cite devant les caméras nommément le Rwanda comme l'un des principaux soutiens aux rebelles du M23. Des marches de protestation se multiplient dans la capitale et un peu partout dans le pays. La population condamne la chute de Goma. Nous voulons la paix, que la communauté de l'ONU puisse prendre quand même des sanctions à l'encontre du Rwanda. Aujourd'hui, cette organisation des Nations Unies est restée unanime. Il y a des gens qui meurent à l'est du pays. Nous n'allons pas accepter, quel que soit le prix à payer, nous allons payer. Ce pays, depuis 1993, a perdu des millions et des millions et des millions de vies. Nous voyons la communauté internationale célébrer, honorer des morts qui n'atteignent même pas le million. Le Congo en a perdu plus que ça. Je crois peut-être un dixième de ce que le monde a perdu au moment de la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale. Un dixième de cette population est mort dans ce pays. L'Ouganda, qui est aussi pointé du doigt, tente néanmoins de jouer un rôle de médiateur. Les sommets se succèdent entre Joseph Kabila, Paul Kagame et Yoweri Museveni. Le sommet des chefs d'État laisse la place à la rencontre des experts de la CIRGL qui commençaient à réfléchir sur l'éventualité de la mise sur pied d'une force internationale neutre. Celle-ci devrait être déployée après le retrait des rebelles de la ville de Goma. Les rebelles, eux, exigent la participation de toute la classe politique et les forces vives au pourparlers. Une forme de dialogue intercongolais bis. Après plusieurs jours de discussion, la déclaration finale des experts de la CIRGL intérinée par les chefs d'État de la sous-région impose le retrait du M23 de la capitale du Nord Kivu. Les rebelles qui rêvaient déjà de marcher sur d'autres provinces du pays ont dû quitter la ville en emportant avec eux malheureusement des biens publics mais aussi ceux des particuliers. Le gouvernement congolais qui au départ refusait de négocier avec le M23 a dû rectifier le tir. Officiellement, les pourparlers entre le gouvernement congolais et le mouvement rebelle du M23 ont débuté dimanche 9 décembre 2012 à Munyonyo, en Ouganda, sous un climat de tension. L'opposition congolaise a refusé d'y prendre part, se disant non concernée par les accords signés le 23 mars 2009 avec le CNDP. 2 semaines après le début du dialogue, aucune avancée significative n'a été constatée. En revanche, ces négociations politiques entre le gouvernement de Kinshasa et les rebelles du M23 à Kampala sont ajournées jusqu'au 4 janvier 2013. Le facilitateur et ministre ougandais de la Défense, Cyprus Walter Kiyonga, a pris cette décision vendredi 21 décembre 2012 avec le consentement des parties en raison des fêtes de fin d'année. Conclusion, l'année 2012 a été meurtrière dans l'est de la RD Congo à l'instar de l'année 2011. Le Congo va-t-il chaque année compter des morts? C'est devenu un rituel, un cycle infernal dont les principales victimes sont des populations innocentes qui paient les frais d'une guerre dont elles ignorent totalement les enjeux cachés.
Voilà, nous avons tous suivi comment les choses se sont passées. Adam, nous voulons savoir qu'est-ce qui a été à la base de la reprise des guerres dans le Nord Kivu. Voilà, cette question, elle est récurrente parce qu'elle est devenue complètement une rituelle, elle revient tout le temps. Qu'est-ce qui a été à la base de la guerre dans la partie orientale, donc le conflit armé entre les rebelles du M23 et l'armée loyaliste? Il faut dire que tout est parti des accords du 23 mars. Pour les rebelles, ces accords n'ont pas été respectés par le gouvernement congolais. Mais ce qui étonne les gens, c'est de savoir que le M23 réclame l'application de ces accords. Ça étonne. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le M23 qui avait signé les accords avec le gouvernement congolais, c'est plutôt le CNDP qui avait signé ces accords avec Bosco Ntaganda en tête, signé ces accords avec le gouvernement congolais. Mais voilà que le M23 prétexte que ces accords n'ont pas été respectés dans sa grande partie par le gouvernement congolais. Et voilà pourquoi ils ont repris la guerre. Mais lorsqu'on va dans le fond, lorsqu'on jette un regard assez curieux, assez net sur les accords du 23 mars, il faut dire que c'est un document assez volumineux. Et dans ce document, on verra très bien que, et ça, beaucoup les gens l'ignorent, que le gouvernement a respecté à hauteur de 80%, tenez-vous bien, ce que le gouvernement avait promis dans ces accords. Je prends quelques points essentiels. Le gouvernement, il était dit dans ces accords qu'il fallait premièrement reconnaître les grades. Il fallait, dans un deuxième temps, promouvoir les montées en grade, c'est-à-dire les promotions en grade. Il fallait également, dans ces accords, faire en sorte que la branche politique du CNDP devienne une branche ou un parti politique agréé et reconnu par le gouvernement congolais. Il fallait aussi faire en sorte que certains responsables du CNDP puissent être, comment dire, casés dans le gouvernement, dans les institutions de la République. Et ensuite, la loi d'amnistie, c'est-à-dire faire en sorte que certaines personnalités du CNDP qui avaient été accusées d'attiser le feu ou d'avoir commis des viols ne puissent pas être poursuivies. Le gouvernement, donc, pour aller plus rapidement, a respecté tout cela. Il y a eu des montées en grade, des reconnaissances de grade, des promotions en grade. Le gouvernement a voté une loi d'amnistie, raison pour laquelle les personnes comme Bosco Ntaganda, le général, n'a jamais été arrêté. Et cette question qui a souvent été posée qui a souvent été posée au chef de l'État, Joseph Kabila, allez-vous arrêter Bosco Ntaganda? Il répondait toujours par cette question: je préfère favoriser la paix plutôt que l'arrestation de Bosco Ntaganda. Et puis, le parti politique, donc le CNDP, a été reconnu comme étant un parti politique. La partie, c'est ce que je voulais dire, Doudou, merci. La partie présidentielle est allée plus loin, en acceptant le CNDP comme étant un parti membre de la majorité présidentielle. La loi d'amnistie, on l'a dit, la promotion en grade, voilà. Et dans les institutions, si au niveau de Kinshasa, on ne l'a pas vraiment senti, mais à l'intérieur du pays, surtout dans la partie Est, il y a eu des responsables du CNDP qui ont été dans certaines institutions provinciales, qui ont été installés. Donc, si on voit tout ça, le gouvernement a respecté, ou la partie congolaise, plus de 80% de ce qui a été convenu dans ces accords. Mais en revanche, la partie rebelle est restée jusqu'aujourd'hui réfractaire à toute mutation. Ils n'ont pas voulu quitter l'Est du pays pour aller dans l'Ouest ou pour aller dans le Nord. Ils ont préféré rester là. Ils n'ont pas rendu les armes comme il avait été convenu. Ils ont gardé tout l'arsenal militaire. Ils ont gardé leur ossature de commandement, ce qui a fait que la reprise de la guerre a été très facile à réaliser. Voilà un peu ce qu'il fallait dire en ce qui concerne donc la reprise de la guerre. Donc dire que le gouvernement ou la partie congolaise n'a pas respecté ses engagements, c'est juste un prétexte pour reprendre les armes, Doudou. Et les rebelles ont exigé des négociations au nom de la paix. Le gouvernement de Kinshasa a cédé, si on peut le dire. Il y a eu des négociations, Kampala 1, 2 jusqu'à 6. Et selon vous, l'issue de toutes ces négociations va aboutir à quoi? Il est difficile d'envisager une issue heureuse des négociations dès lors que vous avez les agences internationales qui ne sont pas très impliquées dans ce qui se fait. Ces négociations devraient être menées sous l'égide des Nations Unies. Ce n'est pas le cas pour le moment. Ce sont les négociations qui sont menées entre, d'une part,
Kinshasa et d'autre part les rebelles, avec l'Ouganda qui joue le rôle de médiateur, mais l'ONU, les grandes instances internationales ne sont pas vraiment partie prenante dans ce qui se fait. Donc ce qui fait qu'il n'y a pas des contraintes. Il n'y a pas de contraintes qui pourraient faire en sorte que les deux parties puissent vraiment s'engager dans la recherche de la paix, et ce qu'on vit aujourd'hui avec des reports, avec des négociations qui s'enlisent, en est une très très belle illustration. Voilà, nous avons terminé la première partie donc consacrée à la reprise des combats au Nord Kivu. Nous attaquons maintenant à la politique, et le premier sujet c'est l'Assemblée nationale est installée et à la tête Aubin Minakou, membre de la majorité. Nous vous proposons de suivre ces reportages. L'année 2012 était riche en événements politiques. D'abord, la publication des résultats des législatives de 2011 qui ont donné une majorité à la famille présidentielle. Au même moment, les missions d'observation électorale ont présenté un tableau sombre du déroulement de ces scrutins. Voilà qui a poussé à la réforme de la Commission électorale nationale indépendante avec l'intégration de la société civile au bureau de cette institution d'appui à la démocratie. Quant à l'installation de la nouvelle Assemblée nationale, son bureau provisoire a été confié au doyen des députés, l'élu UDPS Kombonkisi Timothée, qui n'a pas respecté le mot d'ordre d'Étienne Tshisekedi, interdisant aux élus de son parti de siéger à la Chambre basse du Parlement à cause du déroulement chaotique des législatives. Après près de 3 mois de fonctionnement, le bureau définitif a été mis en place avec Aubin Minakou et l'UPPRD comme président, et Timothée Kombonkisi a été récompensé pour ses loyaux services rendus à la nation. Il occupe la 2e vice-présidence de cette chambre. La formation du gouvernement n'a pas été aussi facile pour le formateur Matata Ponyo, compte tenu des ambitions des uns et des autres de sa famille politique baptisée majorité présidentielle. Le gouvernement Matata a été investi et s'est mis au travail. 4 axes principaux constituent le programme du gouvernement. Il s'agit de la nécessité de construire un État efficace, l'impératif de développer les infrastructures de base, la redynamisation des principaux secteurs de production, le renforcement du capital humain et l'amélioration des conditions sociales des populations. Voilà, Adam, tu as donc la parole pour entamer cette partie. Oui, donc la politique également, on a connu énormément d'événements. On a parlé de Ben Minakou, qui est devenu président de l'Assemblée nationale. Matata Ponyo, qui est également devenu Premier ministre. Le technocrate, au départ, il ne faisait pas l'unanimité autour de lui. Mais avec le temps, il a su s'imposer. Et aujourd'hui, il conduit les affaires, n'est-ce pas, du gouvernement. Alors, Oscar Bakandoa, on va commencer d'abord par l'Assemblée nationale. Il y a eu des nouveaux députés qui ont été élus. Il y a également des anciens députés qui ont été réélus. Alors, comment s'est passée cette symbiose, cette ambiance au sein de l'Assemblée nationale avec un tout nouveau président, Aubin Minakou? Oui, d'abord, c'est la mise en place de cette institution, la Chambre basse du Parlement, avec de nouveaux députés issus des élections de 2011. L'installation ou bien la convocation de la session extraordinaire est intervenue le 16 février. Et ce jour-là, comme il en est des coutumes, bien sûr, parlementaires, c'est donc les doyens, c'est le secrétaire général de l'Assemblée nationale qui convoque. Et puis, il installe le bureau provisoire. Le bureau, qui était le doyen de tous les députés, c'était un élu de l'UDPS, Timothée Kombonkisi, voilà. Qui lui avait bien sûr dit non au mot d'ordre donné par le chef de son parti, Étienne Tshisekedi, de boycotter bien sûr de l'Assemblée nationale parce que les élections étaient donc chaotiques. Mais tout de même, il a pris son courage, il a pris ses responsabilités. Il a dirigé pendant près de 3 mois le bureau provisoire de la Chambre basse du Parlement. Il y a eu bien sûr l'installation du bureau définitif. Parce que pendant la session extraordinaire, avant la mise en place du bureau, il faut un règlement. Alors on a reconduit le règlement de l'ancienne Assemblée nationale. C'est celle-là qui continue jusqu'à ce jour. Mais le bureau a été donc
un nouveau bureau a été élu, dirigé par Obé Minakou, un élu du PPRD, secondé par Mwando Simba, qui était même parmi le vieux, lui et Timothée Kombo avaient presque le même âge. Et puis le vieux Kombo Kissi a été donc récompensé. Il a été élu aussi, puis deuxième vice-président de cette institution. Mais il faut noter que ce bureau, c'est un bureau qui est en majorité, bien sûr, de la famille politique du chef de l'État. Mais il y a eu 2 élus issus de l'opposition. Mais dans cette famille politique, on ne le reconnaît pas en tant que membre de l'opposition. Du côté opposition, les membres de l'opposition disent qu'ils n'ont pas délégué leur député là-bas pour siéger au sein du bureau. Alors nous avons par exemple le poste du rapporteur adjoint et aussi celui de vice-président Kombo Kissi est là et puis Jean-Pierre Chimanga-Bwana. Alors, ces bureaux installés, il y a eu quand même la formation de groupes parlementaires et des commissions permanentes qui sont installées. L'Assemblée nationale fonctionne, mais du côté Sénat, de ce côté-là, vous savez, c'est la continuité, c'est jusqu'à ce que l'autre Sénat ou d'autres sénateurs seront élus pour qu'on ait aussi un nouveau Sénat. Alors, depuis qu'ils ont commencé, c'est depuis le mois de mai, on a vu quand même une certaine volonté du côté des élus, même si pour certaines questions, parce que toutes les lois, ce n'est pas n'importe qui peut intervenir pour donner un point de vue quand il s'agit de l'examen de loi. On a vu les nouveaux qui sont encore un peu timides dans certaines réactions, dans certaines propositions de loi, mais les anciens, peut-être c'est déjà une coutume pour eux, ils interviennent, ça va quand même. Du côté de lois qui sont votées, je peux prendre le cas de la loi sur la limite des provinces. Une loi très importante parce que c'est une loi qui pourra bien sûr faciliter le découpage provincial, conforme à la Constitution. Il y a également cette réforme de la Commission électorale nationale indépendante. La Commission électorale indépendante, vous-même vous savez, avec toutes les critiques possibles après les élections de 2011, avec les conditions que certaines organisations internationales donnaient pour que cette institution soit réformée. Beaucoup de pression, beaucoup de pression, bien sûr. Sur le plan international. Il y a eu quand même du côté du gouvernement une bonne volonté pour qu'on puisse revoir cette loi. Et la loi sur la CENI a été revue, puis modifiée, il faut dire. Et puis, on a intégré la société civile. Cette fois-ci, c'est la société civile qui va présider à la destinée, bien sûr, de la Commission électorale nationale indépendante. Mais c'est encore insuffisant pour la société civile parce que, même si la loi n'est pas encore promulguée par le chef de l'État, beaucoup disent que même si la société civile va diriger, mais ce n'est pas une institution politique. Il faudra que la Commission électorale soit dirigée, électorale nationale indépendante, soit dirigée par quelqu'un, donc tous les postes, disons, soient confiés aux membres de la société civile et non politiques. Je voulais rebondir un peu, Oscar Bakandoa. J'ai failli rigoler tout à l'heure lorsque vous avez dit que les nouveaux élus sont un peu timides, donc le temps de s'acclimater. Avec le temps, ils vont commencer à intervenir comme cela se doit. Et c'est vrai parce que parfois on remarque que ces nouveaux qui arrivent, lorsqu'on dit qu'ils votent pour, ils lèvent le doigt, qu'ils votent contre, ils lèvent le doigt, abstention. Et voilà, donc parfois on oublie, on se mêle les pinceaux. Vous avez parlé des députés, mais parlons maintenant, avant d'entamer l'autre volet sur le gouvernement, parlons d'Obé Minakou qui a succédé à, comment il s'appelle, Bochab. Avant il y avait Vital Kamere. Alors si vous comparez les styles de ces 3 présidents, que pouvons-nous dire aujourd'hui du style Obé Minakou dans sa façon de diriger les débats, dans sa façon de trancher lorsqu'il y a des contentieux au sein de l'Assemblée nationale, lorsqu'il y a des tensions au sein de l'Assemblée nationale, parce qu'il y en a eu, et comment il se comporte? Bon, à chacun son style. Je crois que Aubin est issu d'une famille politique. Une famille politique qui est bien sûr majoritaire dans une chambre où lui-même est président. Je crois que tout ce qu'il fait, c'est, même si lors de son discours d'investiture, il a dit je ferai de sorte que l'Assemblée nationale soit bien sûr le socle ou le temple de la démocratie. Mais ça ne se fait pas tellement sentir. Ça ne se fait pas tellement sentir.
je suis certain qu'il est en train de suivre ce que sa fin politique lui dicte. Ce n'est pas un temple bien sûr de la démocratie, mais c'est un peu penchant du côté de la majorité. C'est tout ce que je peux dire. Alors on va terminer rapidement avec vous, Oscar Bakandoa, par le gouvernement Matata qui a été installé. Et on a parlé du gouvernement des technocrates, on a décrié ce gouvernement. Beaucoup disaient qu'il fallait aussi inclure des hommes politiques, des personnes aguerries dans la vie politique active. Mais c'était un gouvernement des technocrates et on ne donnait pas 40% de chance à ce gouvernement, bien moins. Mais aujourd'hui, il y a quand même des choses qui sont visibles, qui font en sorte que ceux qui ont dit le contraire puissent aujourd'hui les chanter. Lors de l'investiture, le Premier ministre Matata Ponyo avait présenté un programme qui s'est penché sur 4 axes, notamment la nécessité de construire un État efficace, l'impératif de développer les infrastructures de base, la redynamisation des principaux secteurs de production, le renforcement du capital humain et l'amélioration des conditions sociales de la population. Un gouvernement des surdoués, des technocrates, mais je crois, depuis la mise en place de ce gouvernement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, qu'il y a eu bien sûr la guerre qui s'est déclenchée. Le gouvernement a été investi, je crois, au mois de mai, mais déjà au mois de mars, il y avait déjà des tensions au niveau de la province du Nord Kivu avec le mouvement du 29 mars 2009. 23 mars. 23 mars, merci. Ouais. Alors, ça n'a pas tellement permis à ce gouvernement Matata Ponyo d'atteindre vraiment l'objectif. Mais les efforts sont encore déployés pour atteindre ça. D'abord, vous savez, on ne peut pas développer un pays qui est en guerre. C'est très difficile. Il faut d'abord la paix. Quand il y a la paix, on développe tout. Et nous osons croire que l'année 2013 que nous commençons, ce gouvernement pourra faire mieux parce que parmi les 4 axes évoqués, il y a eu l'amélioration des conditions sociales de la population. Dans son discours devant le Congrès, le chef de l'État, là dernièrement, c'était le 15 décembre, il avait dit que dans le programme, on dit que le cadre macroéconomique est stable, tout est stable, mais les conditions sociales de nos populations ne sont pas améliorées. Alors je crois que le gouvernement Matata pourra s'investir de sorte que les conditions puissent s'améliorer et que le peuple congolais puisse aussi sourire comme ça ailleurs. Merci, puisque tu es déjà dans l'étape des souhaits, c'est pour dire que tu as fini ton dossier. Doudou, je pense que tout est bien parti, ça va? Voilà, très en forme. Et nous allons passer maintenant à la francophonie. Voilà, c'est grand événement. Voilà, tu n'es pas parmi les journalistes invités à la francophonie, on ne t'a pas vu, pourquoi? Non, moi j'ai fait la Miss Francophonie, tu te rappelles, c'est moi à Télé 7 qui ai annoncé cet événement avec des reportages sur terrain. Sur terrain, mais également dans le journal télévisé de Télé 7, il y avait une rubrique qu'on avait conçue spéciale francophonie. Voilà. Voilà, ben, je te laisse la parole parce que tu dois... Exactement, Doudou. Alors, nous passons donc au dossier francophonie. Dossier francophonie, et oui, on redoutait l'absence du président français, François Hollande, à ce grand sommet francophone qui, pour la première fois, a eu lieu en Afrique centrale, mais il est venu, François Hollande, malgré qu'il y a eu des couacs, nous allons en parler avec Monique Bosso, escalade verbale, quelque peu, mais vous allez suivre donc dans cet élément quelques reportages qui reprennent tous les moments de la francophonie avant, pendant et après la francophonie, et on va se retrouver tout à l'heure avec la personne qui a couvert la francophonie pour le compte de Télé 7, Monique Bosso. Tout commence par l'accueil des chefs d'État et des gouvernements invités à ce 14e sommet. Joseph Kabila et son épouse, le secrétaire général de l'OIF, serrent la main après parfois plusieurs minutes d'intervalle des hautes personnalités. Une quinzaine de chefs d'État pour une organisation gigantesque ont répondu à l'invitation. Devant près de 5000 participants, Joseph Kabila s'adresse enfin pour la première fois aux pays membres en sa qualité du président du 14e sommet. Il met l'accent sur la langue française qui dit être facteur d'unité. Nous sommes une communauté qui porte des valeurs, déclare Kabila.
Il tacle la communauté internationale qui, selon lui, est restée complaisante face à la dictature et à la mégestion sous le régime de Mobutu. Le président congolais s'est réjoui des avancées démocratiques et économiques avant de qualifier d'inacceptable la rébellion dans l'est de la RDC. Ce n'est que depuis un peu plus de 10 ans que la République démocratique du Congo s'est engagée dans la voie du rétablissement et de la consolidation de la paix, de la restauration de l'autorité de l'État, de la démocratisation de l'espace politique et de la relance de son économie. Une œuvre de longue haleine, un processus particulièrement exigeant. Autre discours très attendu, celui du président français. Contrairement aux propos très durs tenus par Hollande sous l'état de la démocratie en RDC, le chef de l'État français a été mesuré. Il s'est surtout interdit de donner des leçons, faisant par contre des propositions. François Hollande a noté 4 priorités. La première, la lutte contre le réchauffement climatique. Il propose la création d'une organisation internationale pour l'environnement dont le siège se trouverait en Afrique. Autre priorité, les échanges entre chercheurs, étudiants ou artistes avec des facilités dans l'octroi des visas. Troisième priorité, la précision et l'élargissement du rôle de la MONUSCO. Hollande condamne lui aussi la guerre dans l'Est. Il soutient que les frontières de la RDC doivent être respectées. Ici, à Kinshasa, je pense aux populations des Kivu, victimes de conflits à répétition. Je pense à ces populations civiles massacrées, à ces femmes violentées, à ces enfants enrôlés. Oui, nous devons, et je le fais à cette tribune, réaffirmer que les frontières de la RDC sont intangibles. Il a aussi été question du Mali. La condamnation a été unanime. Abdou Diouf plaide pour l'unité et la promotion des valeurs universelles. En fin de compte, les chefs d'État ont privilégié le respect mutuel, des propos corsés. La franchise au-delà des vocabulaires diplomatiques sont peut-être prévus lors des débats à huis clos. Un hôte de marque au village de la francophonie. L'un après l'autre, les différents stands érigés au stade des Martyrs ont reçu la visite du secrétaire général de la francophonie. Dans le stand réservé à la République démocratique du Congo, les 11 provinces que compte le pays rivalisent d'ardeur. Ici et là sont exposées non seulement les différentes richesses du sol et du sous-sol, mais également la diversité culturelle de chaque province du pays. Abdou Diouf n'a pas manqué de saluer l'ingéniosité des Congolais. J'ai vu le génie congolais éclater dans toute sa splendeur, dans toute sa richesse, dans toute sa dynamique, dans toute sa force. Et cela me réconforte pour l'avenir. J'ai vu un village organisé remarquablement et un village où on se sent à l'aise, où tout le monde circule en toute liberté, avec enthousiasme, avec convivialité. Et je dis que cette francophonie ludique, festive, que nous voulons exprimer, nous l'avons trouvée aujourd'hui ici, dans le cœur de l'Afrique, et je dirais aujourd'hui le cœur de la francophonie. Outre la République démocratique du Congo, chacun des 75 pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie dispose d'un stand. C'est le cas de la France, le Congo-Brazzaville, le Burkina Faso, le Canada et bien sûr d'autres pays qui, par leur présence, ont voulu marquer d'un cachet indélébile leur participation à ces assises. Au stand du Sénégal, une présence remarquée du ministre de la Culture, le célèbre griot-conteur Youssou N'Dour, accueille le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est par le stand du Vietnam qu'Abdou Diouf a bouclé sa visite au village de la francophonie.
Voilà, nous allons donc retrouver notre permanent à l'Assemblée nationale à cette époque, à l'époque du 14e sommet de la francophonie, Monilfe Bosso, qui n'était pas tout seul à ce sommet. Il avait à ses côtés la DG du groupe de presse Le Potentiel, qui était aussi l'un des invités. Il avait eu le badge. C'était pas facile d'avoir le badge et d'avoir le macaron pour assister à ce sommet. Et la sécurité était vraiment renforcée. Alors, Monilfe Bosso, ce sommet, on l'a dit, s'est tenu sous fond de polémique entre Paris et Kinshasa. François Hollande, avant son arrivée, il avait tenu quelques propos sur l'insécurité, sur les violences, sur le non-respect de la démocratie, et ce qui avait mis un peu le feu, n'est-ce pas, dans ces relations entre Paris et Kinshasa, qui n'ont pas toujours été des très bonnes relations. Qu'est-ce que vous pouvez en dire, Monilfe Bosso? Oui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que c'était pour la première fois que la RDC puisse organiser un sommet de cette fracture. Donc ça a eu lieu du 12 au 14 octobre dernier. Mais un sommet sous forme de polémique avant, pendant et après l'organisation. Polémique à double sens. Donc dans la polémique au niveau interne, c'est-à-dire entre l'opposition et la majorité. Toute la majorité était d'accord comme quoi il fallait que le sommet puisse se tenir à Kinshasa, alors que du côté de l'opposition, non, il y avait le non-respect des valeurs cardinales prônées par l'Organisation internationale de la francophonie, et donc la RDC ne pouvait pas être un État digne de pouvoir organiser un sommet de cette fracture. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Petit à petit, quand on avançait, on a remarqué qu'il y avait l'impossibilité d'un report ou de la délocalisation qui était un combat vraiment de l'opposition, à la tête de laquelle se trouvait l'Union pour la démocratie et le progrès social de l'UDPS, qui avait trouvé qu'on ne pouvait pas organiser ce sommet à Kinshasa. Mais quand on a vu que les jours s'approchaient, on ne pouvait plus délocaliser. En ce moment-là, c'était la polémique autour de l'arrivée ou pas du président français. Pourquoi? Pour la simple raison que le président français, quand il battait sa campagne, il avait promis ceci, qu'il va tourner le dos à tout pays ne respectant pas la démocratie. Alors, la RDC se trouvant dans la ligne des mires, donc pour le non-respect des droits de l'homme, et il y avait des élections bâclées, les élections de 2011, présidentielles comme législatives, vous le savez, on a parlé d'irrégularité. Et là, c'est tout le monde qui l'a reconnu, y compris le chef de l'État lui-même, qui a reconnu qu'il y avait d'irrégularité. Et en ce moment-là, on ne pouvait plus accepter que les sommets puissent avoir lieu ici. Ça, c'est ce qu'on a donné du côté de l'IDPS. Mais au fur et à la longue, Hollande va couper court. Avant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va recevoir Abdou Diouf, le secrétaire général de la francophonie, c'était au mois de juillet, au cours d'un entretien. Et Abdou Diouf a réussi à convaincre le président français pour qu'il vienne à Kinshasa. Mais le président français, avant de venir, devrait tout d'abord, j'allais dire, envoyer son émissaire qui était sa ministre, je dirais, en charge de la francophonie, c'est Yamina Begui, qui est venue à Kinshasa et qui a pris langue avec les autorités de Kinshasa et qui est rentré, qui a fait un bon rapport, il faut le reconnaître, auprès du président français. Et on a vu que... Alors, on va aller rapidement. Oui. Maintenant, le sommet débute, de tensions. Et qu'est-ce qui se passe? Vous êtes reporter là, sur place, à l'Assemblée nationale. Vous suivez le déroulement des travaux qui ont eu lieu en prélude à ce sommet, mais également le début de sommet avec les discours des chefs d'État, des intervenants. Qu'est-ce qui se passe autour des discours, des petites phrases, des polémiques? Est-ce que ça continue pendant le sommet? Oui, les polémiques ont continué et on l'a vu clairement avec l'attitude qu'affichait le président français. Il n'avait pas les tactes diplomatiques. On vous reçoit, c'est quelqu'un qui vous reçoit, mais vous ne savez pas l'applaudir, ça c'est un. Et quand il fait son discours, il ne cite même pas le nom du président de la République qu'il a reçu, contrairement aux autres chefs d'État qui ont fait leur discours, même le secrétaire général de l'organisation, qui ont dit « Monsieur le Président », alors que pour l'autre là, c'est « Monsieur le secrétaire général de la francophonie ». Ce sont des choses, des attitudes un peu glaciales. Quand tout le monde applaudit, lui n'applaudit pas. Il range ses mains
Donc, c'était pas fait sciemment pour bouder Joseph Kabila. C'était fait sciemment d'abord. Lui, Kabila, moi je suis pas son ami. Voilà. Je viens au sommet, mais j'ai rien à voir avec Kabila et j'assiste comme tout le monde et je n'applaudis pas. Oui, voilà ça. Il a fait ça, mais c'est regrettable. Donc l'option qu'il devrait prendre, c'était de ne pas venir à Kinshasa au lieu de venir poser certains actes qui frisent les règles diplomatiques en la matière. Et là, on n'a pas vraiment apprécié. Mais néanmoins, ces vives polémiques avec Hollande qu'il a amorcé déjà avant qu'il n'arrive, il dit que la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo était inacceptable. Et là, il y a eu une réplique du gouvernement congolais. Et quand il a eu cette réplique-là, et le chef de l'État français, en arrivant, il a essayé un peu de mettre un peu de l'eau dans son vin. Il a changé d'attitude. Voilà, c'est ce que je peux dire. Voilà, Monuf, il n'y a pas eu que le président français, il y a eu également la presse française. Il faut voir les reportages qui défilaient, en fait, qui étaient diffusés sur les chaînes françaises. Les journalistes français allaient là où ça n'allait pas, là où on ne parle pas bien français, là où on mettait la couche de la couleur à la dernière minute pour dénoncer que le sommet, que la RDC n'était pas prête pour organiser les sommets. Mais le sommet a eu lieu et nous voulons savoir les retombées de ce grand sommet pour la RDC. Quoi qu'on le dise plutôt, je dois vous dire sincèrement que c'est une victoire diplomatique pour la République démocratique du Congo. Vous savez, le Congo sort de sa torpeur. Un pays qui était devenu la risée du monde. On sait que quand on parle du Congo, on voit la guerre. On parle du Congo, on voit la guerre. Mais pour une fois, on parvient à organiser un sommet de cette trempe-là. Allez-y comprendre que vraiment c'était une victoire diplomatique. Et c'était un succès, il faut le reconnaître. Nous avons eu la chance de participer à d'autres sommets à travers le monde également. Mais ce qui a été organisé ici chez nous, en tout cas du début jusqu'à la fin, moi je n'ai pas vu de failles. Alors je dois dire bravo parce que même le secrétaire général a reconnu. Le président français qui était venu avec l'idée de polémique aussi, lui-même a reconnu que c'était un succès. Donc je dois dire bravo ici parce que c'est une autre image que le Congo a présentée à travers le monde et ça fait auréolé un succès mondialement reconnu. Doudou, nous allons passer à un autre dossier de ce grand journal rétrospectif 2012. Voilà, nous allons attaquer la partie économique. En 2012, il faut le signaler qu'il y a eu beaucoup d'avancées sur les plans économiques. D'abord, la stabilité de la monnaie, le franc congolais s'est stabilisé plutôt à 920, 910, 920 en tout cas. La fourchette est celle-là. Et puis, sur les climats des affaires, le gouvernement est en train d'y travailler, beaucoup de choses. Et nous allons suivre tout cela en images. L'année 2012 appartient désormais à l'histoire. Sur le plan économique, en dépit de toutes les performances enregistrées, notamment avec la stabilisation du cadre macroéconomique, l'année restera marquée par la rupture brusque du programme économique du gouvernement. Un programme conclu avec le Fonds monétaire international pour bénéficier des facilités élargies au crédit. Un manque à gagner d'appui budgétaire de l'ordre de 250 millions de dollars qui ne viendront plus. Au gouvernement, on ne fait aucun commentaire au-delà des inquiétudes exprimées quelques jours après par le chef du gouvernement, Augustin Matata Ponyo. Quoi qu'il en soit, c'est raté. Le gouvernement doit batailler dur pour combler ce déficit, surtout lorsqu'on sait que la Banque africaine de développement a elle aussi suspendu sa coopération. En dépit de toutes ces difficultés, il faut dire que l'année avait commencé sur une bonne note, avec l'application dès le 1er janvier de la taxe sur la valeur ajoutée, une opération réussie, car elle aura permis au gouvernement de mobiliser un plus de ressources au profit du trésor public. Aussitôt arrivé, le cabinet Matata avait choisi de lancer au mois de juillet des coupures à valeur adaptée. Il s'agit de coupures de 1 000, 5 000, 10 000 et 20 000 francs congolais. Comme d'habitude, l'opposition était montée sur ses 4 chevaux pour dénoncer cette opération qui allait, selon certains analystes, asphyxier une économie déjà malade. Il y avait plus de peur que de mal. L'inflation, tant redoutée comme à l'époque de la Deuxième République, ne s'est pas invitée à la fête. Bien au contraire, à la suite d'une gestion prudente des finances publiques, l'inflation a plutôt été maîtrisée jusqu'à se situer à 3% à la fin de l'exercice 2012. Une vraie prouesse que Matata et tous ceux qui interviennent dans la chaîne de dépenses n'arrêtent de brandir sur la place publique comme la principale victoire de tandem Matata, Moukoko et Kitebi, sans oublier l'incontournable Jean-Claude Massangou, l'inamovible gouverneur de la Banque centrale du Congo. Avec un taux de croissance annualisé de 7%
caractérisée par la stabilité des prix de biens de consommation courante, un matelas important des réserves de change et un taux de change ciblé à près de 920 francs congolais pour un dollar américain. Le gouvernement avait de quoi se jeter des fleurs. C'est dans ce contexte que Moukoko, un homme de l'ombre du cabinet Mouzito, a su présenter à la face du monde son savoir-faire en matière de gestion financière et monétaire. Il a pour arrêter le détournement, la soustraction frauduleuse et combattre les agents fictifs, lancé la bancarisation de la paie des fonctionnaires. Quand l'opération commence en septembre avec les enseignants, personne n'y avait cru. Avec les militaires et policiers et d'autres services de l'État, tout le monde, même les sceptiques, s'était vite rendu à l'évidence que quelque chose était en train de changer. C'est dans ce contexte que le gouvernement devait décider de dédollariser l'économie nationale. Dans les boutiques et magasins, il n'est plus autorisé d'afficher le prix en monnaie étrangère. Des efforts qui ont payé malgré la décision du FMI et la petite brouille actuelle entre le gouvernement et la FEC à cause de la surimposition qui risque, au dire du patronat national, d'asphyxier les opérateurs économiques et jeter un doute sur la bataille que mène le gouvernement pour l'amélioration du climat des affaires. Tous les indicateurs macroéconomiques sont au vert, comme les économistes aiment le dire. Mais le Fonds monétaire international a coupé sa coopération avec la RDC et nous voulons savoir avec toi, Charliton, avec vous, Charliton, qu'est-ce qui est à la base de cette situation? Bon, il faut comprendre, Charlie, avec vous, vous voyez, tutoyez. Bon, en même temps, nous sommes des collègues, en même temps, nous sommes devant les téléspectateurs. Et bon, on peut quand même s'amuser, parfois jouer entre les deux. C'est pas mortel. Charlie, Charlie, vous avez la parole. Voilà, je crois que pour ce qui concerne le PEC 2, le Fonds monétaire international avait d'abord demandé ou avait sollicite en général de tous les États qui sont en programme formel avec lui le respect des critères qualitatifs et quantitatifs. Alors, la République démocratique du Congo, vous l'avez dit dans votre chapeau, a fait des efforts depuis le gouvernement passé jusqu'à l'arrivée de Matata et certains ministres qui sont là, qui étaient déjà dans le gouvernement Mouzito. Et malheureusement, ces efforts n'ont eu d'effet que sur le plan quantitatif, où on a vu, vous avez dit, l'inflation maîtrisée à plus ou moins 3% ou 2, quelque chose comme ça, la croissance à 7%. C'est déjà positif, même si le souhait c'est d'arriver à la croissance à 2 chiffres. Mais ce qui est vrai, c'est que sur le plan qualitatif, on n'a pas amélioré complètement. C'est ce qui explique cette décision du Fonds monétaire international, même si effectivement elle tombe à un moment où on ne pouvait pas s'attendre, parce qu'on savait que le gouvernement, à travers Matata Ponyo comme Premier ministre, était déjà en train de travailler pour maîtriser notamment maîtriser la corruption, parce que ce qu'il faut dire dans le cadre qualitatif, c'est il faut maîtriser la corruption. Il y a des pas de porte qui sont payés par certaines entreprises dont on ne trouve aucune trace dans la gestion courante. Donc ce sont des situations, notamment avec cette affaire de la Gécamine, un procès verbal qui n'a pas été déposé à temps. Et ça, c'est ce que l'on présente. Mais en somme, ce que l'on nous reproche, c'est notre gestion. C'est vrai que si nous voulons atteindre le niveau de l'émergence souhaitée par le gouvernement, il va falloir une politique qui amène le gouvernement à être transparent en ce qui concerne la gestion des finances publiques. Mais aujourd'hui, sur le plan interne, on fait des sacrifices, on fait tout cela, mais il faut aussi arrêter la corruption. Justement, j'avais une question sur ça, Charlie Tonsi, parce que c'est une question qui revient très souvent et la population a l'habitude de nous poser cette interrogation. Comment ça se fait qu'on arrive à maîtriser le taux d'inflation qui est à un niveau acceptable depuis une dizaine d'années aujourd'hui? On arrive à une croissance qui est de 7%. L'année prochaine, on envisage d'atteindre 8% de croissance. Nous avons les taux de réserve en dollars qui sont de plus en plus ces réserves importantes, mais la population n'arrive toujours pas à voir le taux de chômage baisser, la création d'emplois, il n'y en a pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, le cadre macroéconomique, tous les ministres qui passent à la télévision et qu'on va interviewer affirment et attestent qu'il y a une embellie économique. Mais le chef de l'État l'a dit lui-même lors du dernier discours à la nation. Le POM, c'est quoi? Le POM, quand vous prenez d'abord la taille de notre budget, il s'élève aujourd'hui à plus ou moins 7 milliards de dollars. Et les 7 milliards de dollars, c'est presque 4 milliards et demi en fonds propres.
Et ces ressources-là, mobilisées par le gouvernement de la République, viennent essentiellement des secteurs comme la fiscalité, notamment la douane et ainsi de suite, et la DGI. Alors, vous voyez que cette masse, en fait, ce budget ne peut pas contenir le besoin que nous avons en termes de population. Vous avez des villes dont on ne connaît même pas le nombre de ceux qui habitent là-bas. Donc, pour investir dans le développement, il faut aussi avoir un budget qui soit la taille de la population. C'est cela. Aujourd'hui, quand on parle de chômage, mais c'est qui un chômeur? Un chômeur, c'est pas celui qui n'a pas... C'est celui qui vient de perdre son emploi et qui attend un autre. Nous avons des sans-emploi en République démocratique du Congo. S'il y a un recensement qui arrivait demain, on devrait déterminer entre ceux qui n'ont pas déjà d'emploi, il y a des gens qui arrivent à l'âge de la retraite, mais qui n'ont jamais travaillé et qui sont dans l'informel. Donc ce sont ces difficultés-là devant lesquelles le gouvernement bute avec un budget modique, mais on ne peut pas faire de miracle. La plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. Donc aujourd'hui, nous avons cette capacité de mobiliser ces recettes que nous avons. D'ailleurs, le Premier ministre Mouzito, lors d'une conférence organisée par les potentiels, l'a dit. Le Congo n'a pas encore investi dans le développement. Nous devons investir dans le développement. Et pour investir dans le développement, il faut, ce que vous avez dit tantôt, là, il faut qu'il y ait la stabilité sur le plan politique, il faut qu'il y ait la stabilité sur le plan sécuritaire, et ainsi de suite, pour donner un peu de confiance aux investisseurs qui viendront chez nous. Et Charlie, avec cette situation avec le FMI, donc il y a plus de 200 millions de dollars que la RDC a perdu comme ça, le FMI ne pourra plus donner comme c'était convenu. Et qu'est-ce que le gouvernement va faire pour combler le vide? Eh bien, le Premier ministre Matata Mponyo ne se leurre pas du tout. Il a dit au cours d'une conférence de presse, et même devant le sénateur, les moments sont difficiles, c'est vrai. Vous savez que quand vous perdez des appuis budgétaires de l'ordre de 240 millions de dollars, alors que nous sommes dans un contexte où nous avons besoin de toutes ces ressources pour financer certaines infrastructures de base, vous voyez un peu ce que ça fait, parce qu'après le FMI, c'est la BAD qui a annoncé de dégeler ses appuis. Aujourd'hui, la BAD soutient dans les cas des infrastructures avec la régie des eaux. Vous avez la BAD avec, dans les routes, et ainsi de suite. Ils soutiennent, ce sont des dépenses, plutôt des difficultés auxquelles le gouvernement va faire face demain pour faire cela. Mais pour combler, il va falloir que le gouvernement renforce la vigilance en ce qui concerne les recettes que nous produisons nous-mêmes en interne. Sinon, si on va continuer à les dilapider comme on le fait aujourd'hui, on va souffrir. Voilà, on est pris par le temps, Doudou. Je sais qu'il y a énormément de questions à poser autour du secteur économique, mais on est pris par le temps. On va rapidement passer au secteur des infrastructures. Et là, on va retrouver la grande dame, celle qui est aujourd'hui spécialisée en cette matière des infrastructures, puisque parcourant le pays de gauche à droite, Élisée Bilonda, journaliste à Télé 7, alors infrastructure, et oui, la République démocratique du Congo a dit qu'elle poursuivra en tout cas les efforts en matière d'infrastructure, malgré exactement réunifier le pays par la route, malgré, voulais-je dire, la guerre dans l'est du pays, mais ces efforts de reconstruction, de modernisation des infrastructures routières vont continuer, vont démarrer, et nous allons voir donc quelques images et à travers donc ce reportage qui reprennent ce qui est fait par le gouvernement, mais également à travers le ministre Fridolin Kachessi des infrastructures et travaux publics et reconstruction. Par ce geste, le Premier ministre lance officiellement le programme de réunification de la République démocratique du Congo par la voie routière. Chapeauté par le président de la République lui-même, ce programme permettra d'assurer la connectivité entre tous les chefs-lieux des provinces, y compris Kinshasa. Désenclaver les régions isolées du pays, principalement les zones de forte densité des populations et des grandes productions agro-industrielles. Enfin, assurer la connectivité avec les pays frontaliers pour garantir l'intégration régionale. Une initiative saluée par la population du Bandundu à travers le gouverneur Jean-Camille Sendou qui exprime toute sa gratitude au chef de l'État. L'Office de route, maître d'ouvrage délégué, réserve un accueil enthousiaste à ce programme, couvert sur fonds propres du Trésor public, soit 40 milliards de francs congolais. Cette route aura une couche de roulement de 20 cm d'épaisseur en matériaux sélectionnés. L'assainissement sera assuré par des fossés latéraux le long de la route à des endroits appropriés. Il est également prévu
d'installer des panneaux de signalisation routière et des barrières de pluie dans le cadre de la sauvegarde des investissements réalisés. Pour sa part, Fridolin Kassushi-Musoka, dont le portefeuille assure les suivis du projet, souligne que la réunification du pays par la voie routière est une vision qui se réalisera de façon évolutive en intégrant les interventions des partenaires de développement et celles du gouvernement. La route Bukangalonzo, Popokabaka, Kimvula Kisanto, faisant partie de la route nationale numéro 16, qui a le privilège de bénéficier du lancement du programme de réunification de la République démocratique du Congo par la voie routière, désenclavera le territoire de Popokabaka et permettra la liaison entre les provinces de Bandundu et du Bas-Congo. Ceci est d'autant stratégique qu'elle permettra de relier ces deux provinces sans passer nécessairement par Kinshasa. La longueur de l'axe est d'environ 450 km. Cette première phase, qui porte sur environ 10 000 km, est prévue de se réaliser en 3 ans. Un accent particulier sera mis sur la pérennisation des routes réhabilitées grâce à leur entretien. Une attention sera portée sur l'information et la sensibilisation des acteurs à la base pour une appropriation intégrale du programme auprès de la population et des acteurs privés. C'est une autopsie sans complaisance de son secteur que fait le ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme, Habitat, Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction. Fridolin Kassushi-Musoka passe en revue les infrastructures des transports, les bâtiments publics ainsi que l'aménagement du territoire, l'urbanisme et l'habitat. Étant donné que les moyens disponibles ne permettent pas de couvrir l'ensemble du réseau routier national d'une longueur de 58 129 km, il a été ciblé un réseau prioritaire d'environ 40 000 km, dont 11 704 permettent de relier les chefs-lieux des provinces et environ 20 000 km relient les principaux centres de production ainsi que les zones de forte concentration des populations. Fridolin Kassushi-Musoka révèle la stratégie gouvernementale dans ces secteurs. Nous devons sincèrement nous réjouir que la fluidité dans beaucoup de villes a été rétablie, et particulièrement dans la capitale, de manière beaucoup plus moderne, en élargissant les voies en fonction de la taille de ces villes et de l'importance des trafics. Nous pouvons citer les voiries importantes, structurantes, tels que le boulevard Lumumba qui mène vers l'aéroport. Nous avons le boulevard du 30 juin jusqu'à Rond-Point Kitambo pour la partie appelée Colonel Munjiba. Les kilomètres de voiries asphaltées pour 7 mètres de largeur à Kinshasa revient en moyenne à 2 millions de dollars et au maximum à 2 500 000 dollars américains quand on y intègre les ouvrages d'assainissement. Des politiques sont aussi mises en œuvre pour réhabiliter et moderniser les voiries structurantes existantes en les adaptant en fonction du volume du trafic et de la taille de la population, mais aussi en construire des nouvelles. La stratégie du ministère de la TUI ITEPER pour résoudre les problèmes liés aux bâtiments publics consisterait à recourir au partenariat public-privé et Build, Operate and Transfer BOT, là où la rentabilité peut être garantie. En ce qui concerne le secteur de l'urbanisme et habitat, l'effort qui, selon la Constitution et de la compétence des provinces, serait de fixer les normes en collaboration avec les dites provinces. Voilà, donc de retour sur ce plateau. Élisée Bilonda, on va parler infrastructure avec vous. Le gouvernement, en tout cas, a déversé 40 milliards de francs congolais pour la réflexion de certaines routes, la voirie, le développement des infrastructures. Aujourd'hui, peut-on dire que vraiment les choses avancent? Vous qui suivez de près ce dossier, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Qu'est-ce qui vous marque? Qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui dans le domaine des infrastructures en République démocratique du Congo? Oui, la RDC connaît ces 6 dernières années, on peut le dire, des avancées significatives dans le domaine des infrastructures, pas seulement routières, mais toutes les infrastructures de base, y compris les infrastructures de transport,
tout ce qu'on peut connaître. Déjà, dans les réseaux qu'on a en République démocratique du Congo, on a un réseau national d'environ 152 400 km. Dans ce réseau, nous avons les réseaux d'intérêt général à charge de l'office de route, donc 58 129 km. Nous avons 7 400 km de voirie à charge de l'OVD et les 86 871 km concernant le route des dessertes agricoles sont à la charge de la DVDA. Le gouvernement veut qu'il y ait mobilité des personnes et des biens. C'est ainsi qu'on a mis la bouchée double pour réunifier le pays. Une première, le programme RRR. C'est quoi ce programme RRR? De la République démocratique du Congo par route. Le Premier ministre d'ailleurs lui-même, Matata Ponyo, était là à Mukandalonzo, dans la province du Bandundu, le 13 décembre, pour lancer ce programme, le tout premier programme depuis que le Congo est ce qu'il est, où le gouvernement a déjà injecté sur fonds propres 40 milliards de francs congolais pour qu'aujourd'hui nous puissions, si on a sa petite voiture, Dodo peut prendre sa petite voiture, aller passer son week-end en province orientale. Même son petit vélo. Même son petit vélo. On veut que le pays soit connecté par route. La RDC est un sous-continent. Oui. Réunifier les routes dans un pays comme la RDC avec des dimensions continentales, c'est pas facile. Ce projet va s'étendre jusqu'à quelle année? Oui, le projet RRR. Le projet RRR, le programme, devait s'étendre sur 3 ans. Mais le Premier ministre Matata Ponyo, avec sa gestion axée sur les résultats, a demandé au ministre ayant en charge les infrastructures de pouvoir faire en sorte que ce programme puisse se faire sur 2 ans. Et le ministre Fridolin Kassochi l'a même dit dans son discours lors du lancement du programme qu'il allait s'en tenir aux recommandations faites par le Premier ministre ainsi que le chef de l'État pour qu'en 2 ans, comme je le disais, on puisse parcourir l'entièreté de la RDC, les 11 provinces par route. Notamment, le gouvernement a mis le moyen, le fonds propre du Trésor public, comme je disais, 40 milliards de francs, mais il y a aussi les partenaires qu'on a toujours eu multilatéraux, la Banque africaine de développement, la BAD, nous avons l'Union européenne, un partenaire non négligeable, la Banque mondiale aussi, qui ont toujours été là pour prêter main forte et appui au gouvernement dans les développements des infrastructures. Élisée, les infrastructures, il n'y a pas que des routes. Hein? Au-delà des infrastructures, quand même, il faudrait que les Congolais vivent décemment. Nous avons un problème dans ce pays, c'est les loyers. L'urbanisation aujourd'hui, c'est un problème. Alors, en ce qui concerne les logements, les loyers, puisque c'est aussi un ministre qui est dans ce secteur, hein, le secteur de l'habitat, qu'est-ce qui est prévu de faire? Parce que trouver d'abord une maison à Kinshasa, c'est difficile. Les logements sociaux n'existent quasiment plus. À l'époque belge, on parlait on aile des maisons qu'on donnait avec des fonds d'avance. Mais aujourd'hui, c'est difficile d'avoir un logement décent et tout ça. Est-ce qu'il y a aussi ce secteur de l'habitat qui est pris en compte par le ministre des Infrastructures? Tout à fait. Nous avons l'aménagement du territoire, donc l'urbanisme et l'habitat est dans ce secteur, si on peut le dire. Oui, l'urbanisation, c'est un casse-tête en République démocratique du Congo. Vous avez suivi la conférence de presse du ministre où il retraçait l'état des lieux. Mais souvenez-vous, nous avons eu à effectuer un survol de la ville de Kinshasa. Nous venons de survoler la ville de Lubumbashi. Quand vous regardez, vous voyez qu'il y a vraiment un défi à relever dans ces secteurs. C'est vrai que le ministre vient de recevoir l'urbanisme et l'habitat dans le nouveau gouvernement Matata. Il avait plus penché sur les infrastructures parce que c'est ça qu'il avait depuis 2010. Mais il y a une politique au sein du ministère maintenant qui va permettre, vous avez vu en juillet du 23 au 26, il y a eu une table ronde sur l'aménagement du territoire dans le volet urbanisme et habitat où on a convié tous les ministres provinciaux ayant en charge l'urbanisme et l'habitat parce que de par la Constitution d'abord, les provinces doivent et aussi chacun individuellement faire l'urbanisation des villes. Et on a eu plusieurs recommandations. Maintenant, ce sont des concertations entre le gouvernement central ainsi que les provinces pour pouvoir voir comment améliorer ce secteur qui est combien capital pour la nation. En tout cas, merci. Nous allons mettre un terme à cette grande édition consacrée aux événements qui ont marqué l'année 2012. Avant de nous séparer, Doudou Ndombe, peut-être un mot à dire sur le plan international quand même. Hein. En 1 minute, on va parler de l'international. On sait qu'il y a eu des crises aussi en cette fin d'année. Au Mali, au nord du Mali, il y a la crise avec les rebelles.
Et également en Centrafrique, la République centrafricaine est en proie à un conflit armé avec des rebelles qui sont à la porte de Bangui, la capitale centrafricaine, la République démocratique du Congo. Il y a également eu élection en Égypte avec le président Morsi qui a été confronté à la population parce qu'il a voulu faire passer certaines lois et qui n'ont pas été du goût de la population égyptienne. Alors ça a créé des tensions en Égypte. Mais je ne sais pas si vous avez un petit mot à dire. On n'est pas oublié une guerre qui est là depuis 2010 vers la fin. Et personne ne bouge, que ce soit dans l'abandon total, la Syrie, c'est vrai, la Syrie est dans l'abandon total. L'ONU est incapable d'intervenir parce que les grandes puissances sont divisées. Vous avez la Russie, qui soutient le gouvernement syrien. Vous avez les Américains qui soutiennent les rebelles. Il y a comme ça vraiment une mésentente entre les grandes puissances. Et aujourd'hui, la Syrie semble être abandonnée à elle-même ou du moins les populations syriennes. Je pense que nous allons mettre un terme à cette édition d'information, à cette édition spéciale sur les événements qui ont marqué l'année. Mais d'abord, on va faire un tour de table des intervenants en 1 minute. Chacun va dire ses impressions par rapport à la rédaction, du travail de la rédaction et peut-être présenter les vœux aussi aux fans, aux téléspectateurs qui nous suivent. Je commence par ma co-présentatrice, Doudou Ndombé. Vous avez la parole. C'est pas facile, hein? Qu'est-ce que je vais pas dire? Je savais que tu allais commencer par ça. Voilà, à tous ceux qui nous ont soutenus, vous, chers téléspectateurs, nous vous remercions beaucoup et nous souhaitons que l'année 2013, que les choses nouvelles commencent, qu'il y ait beaucoup plus de rigueur dans le travail et nous, Télé7, nous sommes là pour vous accompagner aussi. Bonne fête. On va passer à Moniel Febosso, le directeur des programmes, le tout nouveau, hein, je dis directeur des programmes de Télé7, nommé en fin d'année 2012. Oui, justement pour dire que Télé7 vous réserve beaucoup de surprises pour l'année 2013, avec une nouvelle grille en tout cas. Tout ce que nous vous demandons, c'est de faire confiance à votre télé, et c'est la télé républicaine. Voilà, Moniel Febosso, donc directeur des programmes, mais qui a toujours un pied dans la rédaction et dans tout le secteur des informations de la télé républicaine. Élisée et Bilonda Kassonga. Oui, nous étions avec vous en 2012, 2013 commence. Tout ce qui n'a pas marché en 2012 ou s'il y a des points à améliorer, nous promettons à nos téléspectateurs que nous serons toujours là pour leur faire plaisir, que ce soit le journal télévisé ou tout ce qui est comme programme de production à Télé7. Et nous en profitons pour leur souhaiter meilleurs vœux pour l'année 2013. 2013, une année des succès pour tous qui aiment la télé républicaine. Oscar Bakandoa, rédacteur en chef de Télé7, c'est grâce à lui que maintenant vous avez régulièrement des reportages chez vous. Le rédacteur en chef qui a toujours une chicotte en main pour diriger la grande équipe rédactionnelle de Télé7. Et il est tellement rigoureux que parfois les reporters s'en plaignent. Bon, mais c'est la rigueur. Oui, vous savez, quand on aime ce qu'on fait, on doit le faire avec cet amour-là. Je suis certain que les téléspectateurs qui nous suivent, qui nous apprécient parce que nous sommes dans cette famille 7, Radio Télé7, du groupe de presse Le Potentiel. Alors, quand nous venons, c'est pour travailler. Quand nous venons, si nous avons une relation, c'est en dehors d'ici, mais quand il s'agit de relations professionnelles, nous devons continuer à rendre des loyaux services à nos téléspectateurs qui nous aiment, qui continuent à nous faire confiance, parce qu'en dehors d'ici, ces relations-là n'existent plus. Merci. Alors, je souhaite que l'année qui commence, que ce soit une année de prospérité pour chacun de nous. C'est pourquoi j'ai toujours dit, out crescunt, que tous croissent. Merci. Voilà. On va terminer par Charlie Tonsi. On n'a pas présenté sa fonction au début. Lui, il s'occupe du commercial. Il est le directeur financier et commercial. C'est le monsieur Sou de Télé7. Voilà, c'est lui qui parcourt les régies financières, qui parcourt les banques pour avoir de la publicité et les entrées financières, parce que Télé7, c'est aussi une chaîne commerciale. Charlie. Voilà, à ce moment particulier, mes vœux vont droit à nos compatriotes qui vivent à l'est du pays, où avec la guerre injuste que notre pays est en train de subir, des milliers de jeunes comme nous qui ne peuvent pas fêter normalement parce qu'ils sont victimes de l'intolérance politique, ils sont victimes des ambitions démesurées de quelques compatriotes à la solde de l'étranger.
Je crois que c'est l'occasion pour les Congolais, en cette année qui s'achève, de prendre conscience, de savoir que l'avenir de la nation repose entre nos mains. À tous ceux qui sont à Kinshasa, je vous souhaite d'être des Congolais conscients pour l'année qui commence, pour que nous puissions relever le défi du développement. Merci beaucoup, merci. Il parle de politique, lui. Charlie Tonsi, on comprend, il a une émission qui passe tous les week-ends et qui reçoit les journalistes. Ils font comment on l'appelle, l'analyse des événements politiques dans notre pays. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je remercie également toute l'équipe rédactionnelle qui n'a pas été là ce soir. Je remercie d'abord le chef d'édition Bijou Mboui et son assistante Maria Mboya. Grâce à elles deux, vous avez donc suivi tous ces reportages. Je remercie Rosa Wazi, Rosil Martin Bouyamba, Anita Louambois, mais aussi Madame Nadine Laing Bosso. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. J'allais oublier un autre présentateur vedette de Télé7, Patrick Chamala. Il m'en voudrait si je ne citais pas son nom. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Au revoir. Bonne année, l'équipe technique. Ngina Maou, Papi, Sedi Kidimbu, Mireille Dieditonmene, Robert Kalema, mais aussi Job Mpeke, sans oublier André Njeka et tous ceux qui sont du côté de la régie. Merci à vous. Bonne heureuse année à tous. Voilà, c'est la fin. Bonne année. Au revoir. Bonne année. Bonne année. Bonne année.